Ce code foncier urbain en gestation exigera que la caution du logement et des bâtiments à usage professionnel en Côte d'Ivoire n'excède plus 2 mois. L'avance à payer, elle, sera seulement de 1 mois. En tous les cas, avec cet encadrement législatif, les choses ne seront plus comme avant. Le gouvernement sera très intransigeant là-dessus, pour la simple raison qu'il faut que nos compatriotes soient protégés. Il n'y a absolument aucune raison qui puisse justifier, quel que soit le niveau d'investissement que l'on a mis sur pied pour réaliser son immeuble, que l'on puisse demander à un Ivoirien de payer 12 mois d'avance ou 1 an de caution. C'est totalement inacceptable. Ce nouveau dispositif réjouit énormément les professionnels du secteur. Réunis au sein de la Chambre du droit des affaires et de l'immobilier, ils ont élaboré 2 types de contrats de bail. Le premier, le contrat de bail d'habitation, a pour principale clause la révision du loyer. Cette révision plafonne l'augmentation de loyer à 10% tous les 2 ans. Le second, le contrat de bail à usage professionnel, la nouvelle appellation du bail commercial, sera commercialisé par la Chambre de commerce et d'industrie. Au moyen de ces 2 baux, les agents immobiliers agréés attendent ainsi sécuriser les rapports propriétaires et locataires. Avec cette démarche que nous entreprenons, la caution sera bloquée pour que les Ivoiriens ne soient plus pris en otage par un propriétaire qui va demander des cautions exorbitantes. Selon le gouvernement, le projet de loi sera soumis à l'Assemblée nationale en septembre prochain. Politique agricole de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, ECOWAP. Son objectif, contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au développement économique et social et à la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. En initiant cet atelier de réflexion autour du thème « Revue conjointe des politiques agricoles et suivi-évaluation », elle permet à ses experts de plancher sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire dans le domaine de l'agriculture sur les 10 années à venir. On constate que quand les dispositifs sont placés à un plus haut niveau, la mobilisation des décideurs est plus facile, la mobilisation des financements est plus facile. C'est de permettre à tous les pays membres de se retrouver pour harmoniser leur système de production, d'évaluation, afin de pouvoir permettre aux populations d'avoir accès à des produits agricoles améliorés. Atteindre des résultats positifs pour le bien-être des populations, un objectif noble qui a besoin d'être consolidé. Ici, il s'agit surtout de mise en œuvre au niveau pays et de voir avec les partenaires au développement qu'est-ce qui peut être fait en termes d'investissement pour aider chaque pays. En Afrique, l'agriculture repose principalement sur des exploitations familiales de très petite dimension. Malgré cela, elle constitue l'un des fondements de l'économie. En août 2003, au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'emploi et la réduction de la pauvreté, les chefs d'État ont pris l'engagement de lui consacrer au moins 10% du budget du fonctionnement de leur pays. Beaucoup défilés opérés par le Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO de Bouaké. Les hommes du capitaine Assié Bilé, commandant du CCDO de Bouaké, ont mis le grappin sur ce redoutable gang de voleurs de motos. Au nombre d'une vingtaine, ces voleurs d'engins à 2 roues troublent le sommeil des propriétaires de motos dans les régions de Gbeke, du Bélier et du district de Yamoussoukro depuis le début du mois de juillet. En si peu de temps, 27 motos ont été volées dans ces localités. Selon les informations reçues, ces braqueurs procèdent par repérage ou braquage avec armes au poing. Le mode opératoire précise que certains membres du groupe se font passer pour des clients en conduisant les chauffeurs de taxi-moto dans des lieux où attendent d'autres membres du gang. Une fois l'acte accompli, les engins volés sont remis à un autre membre du gang, à Yamoussoukro, qui lui est chargé de les écouler dans d'autres localités du pays. Un réseau bien organisé que les bureaux d'enquête de Bouaké et d'Abidjan, appuyés par les moyens généraux du CCDO, traquent depuis une semaine. Le coordonnateur du CCDO, le colonel Youssouf Kouyaté, et ses hommes se disent déterminés à poursuivre leurs actions afin de mettre la main sur certains membres de ce gang en fuite. Ils demandent donc la collaboration des populations pour plus d'efficacité sur le terrain. Bref, entretien entre collaborateurs, distribution de matériel de ramassage d'ordures et voilà la caravane dans les rues de Cocody. Après Agamé et Abobo,
C'est ici qu'a lieu la troisième étape de l'opération Zéro déchet de sachets dans nos rues. L'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire consiste à sensibiliser les populations sur la nécessité de ne pas laisser traîner les sachets plastiques. Mais bien plus, elle est une opération porteuse d'emploi. L'opération a une double ou même triple utilité. La première chose, c'est sensibiliser les populations sur la valeur marchande du sachet plastique qui est par terre, qui est dans les rues. Donc il est tout à fait possible de ramasser ces sachets, de les collecter, de les revendre ensuite aux industriels. Avec les sachets plastiques, on peut fabriquer des bâches noires qui sont utilisées par exemple dans la construction, des sacs poubelles. On peut également fabriquer des objets comme des pavés ou des plots. Le plastique ramassé, recyclé et affecté à d'autres fins. Tout un processus qui réjouit également les travailleurs exerçant dans ce domaine. Le recyclage produit beaucoup d'emplois, comporte plusieurs étapes, lesquelles étapes d'ailleurs sont des sources génératrices de revenus. Après Cocody, cap sera mis sur la commune de Koumassi. Après 2 années de fermeture, le Palais de la Culture ouvre enfin ses portes au public. Une cérémonie d'ouverture, signe du démarrage des activités culturelles dans des salles rénovées avec du matériel technique de pointe. Désormais, rentabilité et rigueur dans la gestion sont les nouveaux défis du directeur général. Les salles que nous avons, avec le matériel que nous avons dedans, par exemple la Soulouga, elle aura dû coûter au moins 15 millions. Le ministre a souhaité que les prix soient compétitifs et que les rapports soient les meilleurs. Ce sont les promoteurs de spectacles qui font des spectacles, ce ne sont pas les artistes. Je pense que l'ouverture du Palais de la Culture est pour nous une aubaine. Fini la gratuité de la location des salles au Palais de la Culture, a indiqué le ministre Bandaman Kwaku Maurice. Il a affirmé que toutes les dispositions sont prises pour l'entretien de ce temple de la culture. Nous avions à soumettre ce palais à privatisation, ce qui aurait renchéri les coûts de location et l'accès aux artistes les moins fortunés. Mais le Premier ministre et le Président de la République ont accepté que nous puissions continuer la gestion administrative, je dirais publique, mais avec des soucis de rentabilité. C'est-à-dire que nous mettons fin à la gratuité, nous mettons fin aux réductions. La réhabilitation du Palais de la Culture Bernard Dadier a coûté 24 milliards de francs CFA. La Chine a participé à hauteur de 15 milliards et la Côte d'Ivoire 9 milliards de francs CFA. Le COFETSI, entendez Conseil fédéral des Tigani en Côte d'Ivoire. Désormais, c'est cette instance qui parlera au nom de tous les adeptes de la Tigania en Côte d'Ivoire. Une branche spirituelle issue du soufisme et initiée par le cheikh Ahmad Tigani du Maroc depuis le XVIIIe siècle. Le COFETSI regroupe toutes les confréries tiganites présentes en Côte d'Ivoire et entend répandre les valeurs prônées par cette branche spirituelle. La tariqa Tigania, en effet, enseigne la tolérance, l'amour et la paix, valeurs qui revient à nous, disciples de cheikh Ahmad Tigani, radiallahu anhu, de développer et promouvoir. Pour ce faire, nous avons compris la nécessité de nous unir au sein de cette fédération qu'est le COFETSI, qui est l'émanation des diverses écoles de la tariqa Tigania en Côte d'Ivoire, afin qu'elles œuvrent en synergie et montrer à tous cette image intrinsèquement représentante de l'islam. La Tigania repose sur 3 dimensions spirituelles. La demande du pardon à Allah, la prière sur le prophète Mohammed et l'attestation de foi. À ce jour, la Tigania revendique plus de 450 millions d'adeptes à travers le monde. En Côte d'Ivoire, ces illustres figures sont les défunts Cheikh Yacouba Silla et l'écrivain Amadou Ampateba. Plus de 20 000 âmes peuplent ce bidonville. Mais la plupart n'y vivent pas, elles y reposent. Dans ce cimetière illégal de la banlieue de Lima, quelques 2000 familles cohabitent avec les défunts. Elles se sont habituées à circuler au milieu des sépultures en sortant pour aller acheter du pain ou se rendre à l'école. Cité anarchique et pauvre, Santa Rosa ne leur semble pourtant pas sinistre. Ce n'est pas hanté, ce n'est pas lugubre, c'est normal.
C'est comme avoir des voisins, sauf que ceux-là sont morts, c'est la seule différence. La croissance urbaine a poussé les gens à occuper des terrains vagues aux alentours. Puis, peu à peu, au milieu des niches pour cercueils et des tombes, quelques demeures moins éternelles sont apparues. Les autorités ont tenté de fermer le cimetière, mais ne savent pas quoi faire de ses habitants, vivants ou morts. Les cercueils qui ne sont pas mis en terre représentent un risque pour la santé. Malgré ça et l'odeur, les résidents se sentent ici chez eux. C'est un endroit tranquille, il y a des gens qui croient que les morts nous posent problème, mais ce n'est pas vrai. Je remercie le propriétaire du cimetière, je le remercie parce que grâce à lui, j'ai un endroit où vivre. En principe, plus personne ne peut être enterré ici. Mais à Santa Rosa, les sépultures bon marché représentent un business qui arrange tout le monde. Les proches des défunts paient 10 fois moins cher ici que sur un autre terrain. Le cimetière continue donc à se peupler, en haut de sa colline ou sous terre.